Bonjour à tous, je suis Jean-Marc Jeunesse, le rédacteur en chef d'achatpublic.info. Merci Anne pour ton invitation ainsi que l'invitation d'Achat Public. Tu connais mon appétence pour l'animation et donc c'est fabuleux, c'est fabuleux. Achatpublic.info, c'est le média en ligne dédié à la commande publique dans tous ses aspects économiques, juridiques et professionnels au sens carrière. On considère Achat Public depuis maintenant un bon moment qu'il n'y a pas d'achat public efficace qui ne soit durable et réciproquement. Donc vous êtes au cœur de l'actualité. Je fais immédiatement une petite incise pour vous dire qu'à Achat Public, on est une petite équipe, comme on dit en journaliste en pied, c'est-à-dire rattachée à cette magnifique ville d'Antony, dans la banlieue parisienne, où il y a le RERB, je ne sais pas si vous voyez. Mais on a aussi un réseau de pigistes et je voudrais saluer et vous signaler la présence d'Oriane Dupont qui est ici, qui se cache, qui est notre correspondante, notre excellente correspondance de la région Nouvelle-Aquitaine. On parle de communication autour de vos actions en achat responsable. C'est quand même un bon vecteur, une bonne journaliste pour faire porter au plus grand nombre vos actions. Donc n'hésitez pas à contacter Oriane. On se dit que parfois vous êtes, nous, on considère en tant que journaliste, parfois vous êtes un peu timide pour nous signaler vos initiatives, vos réussites, voire même parfois vos difficultés. N'hésitez pas à nous solliciter. L'objet de la table ronde, c'est la communication. Normalement, on ne va pas s'assommer à coups d'articles du code. On va vraiment parler le mouvement général de fond et surtout le faire connaître. On est un peu sur la dynamique, le savoir-faire. Vous l'avez, on en a parlé. Hein, vous avez ce savoir-faire. Et on passe assez classiquement, on dirait une copie de Sciences Po première année, on passe assez rapidement au faire savoir. Pour en discuter, donc, nous avons déjà accueilli monsieur Emmanuel Béjanin, qui est ici, qui est donc directeur régional de l'ADEME, et que nous retenons jusqu'à 15h. Monsieur Bastien Bernella, qui est vice-président du Grand Poitiers, mesdames Aline Pasquignon et Virginie Génisty, qui sont respectivement directrice de l'administration générale du département de la Creuse, et puis acheteuse, et Madame Génisty, pardon, qui est acheteuse publique au département de la Creuse. Vous êtes là. Voilà, super, magnifique. Et puis Nicolas Cross, directeur achat et commande publique, Bordeaux Métropole. Alors, pour commencer cette table ronde, et compte tenu de l'impératif de Monsieur Béjanin, je vais lui proposer d'introduire en réalité à ma place, et peut-être de nous dire... où est-ce qu'on va, est-ce qu'on va aller encore plus loin en matière d'achat responsable? En préparant cette table ronde, vous m'avez dit, Monsieur Béjanin, en matière de communication, le tout, c'est de trouver le déclic. Sur quoi, comment et à quel moment communiquer? Est-ce que vous pouvez nous éclairer? Merci pour cette introduction. Je ne sais pas pleinement répondre à cette question parce que si on avait réellement trouvé le déclic, on l'aurait activé depuis bien longtemps déjà. Mais j'ai le sentiment néanmoins qu'on a franchi un cap au cours de ces dernières années, alors peut-être aussi avec des impulsions réglementaires ou des impulsions d'outils tels que le SPASER ou tels que le PNAD. Donc ça, c'est des éléments qui ont favorisé évidemment la mise en mouvement des acteurs. Mais cette mise en mouvement, elle était déjà initiée auparavant, et je pense qu'aujourd'hui, il y a une prise de conscience de la part des acheteurs publics de la pertinence de travailler le sujet des achats responsables. Je disais aussi, et je pense que c'est un levier essentiel à activer auprès des élus. Évidemment, les élus savent qu'au travers de la commande publique, il y a le développement économique du territoire et favoriser l'évolution des entreprises de leur territoire pour qu'elles puissent répondre aux exigences. Mais je dirais pas seulement ce levier-là. Il n'y a pas seulement la faculté de répondre aux commandes publiques, mais c'est aussi favoriser que ces entreprises puissent anticiper l'avenir et être plus résilientes en cas d'éléments ponctuels qui peuvent arriver. On l'a vu au travers du Covid ou de la crise énergétique, que les entreprises qui étaient les plus résilientes, évidemment, étaient à même de pouvoir passer au-delà de ces crises et rebondir plus favorablement. Donc les leviers de la commande publique sont un peu des achats responsables sont un peu les mêmes que ceux qu'on peut activer sur le territoire pour faire de telle sorte qu'on accompagne les entreprises
dans l'anticipation de leur stratégie et dans leur capacité d'aller plus loin. Donc il y a évidemment le développement économique qui permet de motiver les élus pour aller plus loin. Et puis, il y a aussi, je dirais, tout simplement la cohérence des politiques publiques. Aujourd'hui, on a toutes les collectivités ont mis en place des PCAET, des plans climat, air, énergie territoriaux. Une bonne partie d'entre elles ont également une politique de développement de l'économie circulaire. Et comme je le disais en introduction, si on a une collectivité qui a une ambition en matière de transition écologique, que ce soit au travers de son PCAET ou au travers de sa feuille de route économie circulaire, elle ne peut pas passer à côté du sujet des achats responsables. C'est juste une évidence, parce que ne pas le faire, ça serait totalement orthogonal avec cette politique. Donc, je pense qu'on a aujourd'hui des élus qui, on en parlait aussi avec Bastien précédemment, mais on a des élus qui commencent à investir le sujet. Il y a évidemment encore des axes de progrès pour aller beaucoup plus loin. Je pense que la transversalité est un élément essentiel. Il y a un travail à faire tout en amont auprès de la communauté des élus, que ça ne soit pas concentré aux mains de l'élu qui préside la CAO, mais c'est l'ensemble des élus qui doivent évidemment s'inspirer en amont de la CAO pour que à la fois évidemment le service achat, l'élu responsable de la CAO et puis les autres élus et puis les services prescripteurs puissent travailler bien en amont de la CAO pour s'approprier le sujet et évidemment irriguer l'ensemble. Et puis, je dirais, la step au-dessus, c'est que peut avoir la collectivité, c'est d'aller à la rencontre des entreprises, notamment de son territoire, pour expliquer en quoi s'engager dans la transition écologique par une politique de maîtrise de l'énergie, par une politique de décarbonation ou une politique de maîtrise de ses ressources en matières premières, eh bien, va non seulement être bénéfique pour la profitabilité de son entreprise, pour l'accès au marché public, mais bien évidemment pour sa faculté de résilience et de sa faculté de pérennisation dans le spectre territorial. Le seuil Spaser, qui est quand même un élément fondateur, hein, je pense qu'on va effectivement, comme disait monsieur tout à l'heure, on va en parler beaucoup. 50 millions, c'est assez, c'est trop, c'est pas assez. On pourrait le baisser, non? C'est une question. Moi, je ne suis pas... On pourrait le baisser. J'irais, accompagnons déjà, accumulons des retours d'expérience de l'abaissement de ce seuil, parce que, alors je ne suis pas professionnel, mais l'abaissement du seuil de 100 millions à 50 millions, ça date d'il y a 2 ans. Oui. Hein, c'est ça. Hein. Donc, récupérons les retours d'expérience de ces nouvelles collectivités qui se sont appropriées le Spaser, qui était entre 50 et 100 millions. Voyons comment elles réagissent par rapport à ce Spaser. C'est évident qu'on aurait tendance à vouloir démultiplier les Spasers et qu'on abaisse le seuil le plus rapidement possible. Après, je ne voudrais pas non plus qu'on décourage certaines collectivités qui ont un seuil trop bas et qui ne sont pas suffisamment équipées, pas suffisamment staffées en termes de compétences techniques ou de moyens humains, à se lancer dans un Spaser qui est un peu trop large pour leurs épaules. Donc je serais plutôt curieux d'avoir déjà le retour d'expérience des collectivités qui sont au seuil de 50 millions avant d'inciter un abaissement du seuil. On a quelques exemples. Il y a un article d'Oriane justement qui sont déjà bien en dessous du seuil, qui montent leur Spaser. Est-ce que le champ du Spaser est trop large? Est-ce qu'il est contrôlable? Est-ce que ce n'est pas aussi un outil de verdissement, greenwashing de l'action politique? Sur les objectifs quantitatifs qui sont adossés aussi aux évolutions réglementaires, donc le pourcentage clause sociale ou critères de développement durable dans les marchés, alors oui, c'est bien pour avoir un peu le vent dans le dos et puis pousser les collectivités, que ce soit la volonté politique ou l'instruction technique, pour aller plus loin.
Après, est-ce que l'objectif c'est d'atteindre 100% pour atteindre 100%? Enfin, il peut aussi y avoir, vous parliez de greenwashing, des stratégies qui sont mises en œuvre pour respecter des obligations réglementaires, mais je crois que c'est pas tellement ça l'enjeu. Donc je pense qu'il vaut mieux faire, alors c'est peut-être pas responsable de le dire comme ça, mais il vaut mieux avoir 60% et le faire bien, et on sait pourquoi on le fait, que de vouloir être bon élève et atteindre 100% de critères, mais qui ne font pas sens dans la construction de la consultation ou dans le suivi derrière, quoi. Donc c'est peut-être une façon voilà, pas totalement satisfaisante de répondre, mais je crois que des objectifs purement quantitatifs inscrits dans la loi, ça peut être bien pour pousser des gens qui sont très loin. Après, les atteindre pour les atteindre, ça peut, à mon sens, produire pas que du positif. On va parler maintenant de l'objet principal de cette table ronde, qui est pourquoi faire connaître l'achat durable. Et donc, quand on a construit cette table ronde avec Anne, on s'est dit qu'il y a, en gros, quand on parle de communication en matière d'achat durable, il y a 4 cibles. Il y a au sein de votre service, vis-à-vis des élus, vis-à-vis des entreprises, on en parlait tout à l'heure, et puis vis-à-vis aussi de la totalité de tout ça, c'est des citoyens. Et on a décidé donc de voir dans les différentes strates avec nos différents interlocuteurs. Et je vais demander, on va aller dans la Creuse, on va demander à Madame Pasquignon et Madame Ginisti, c'est quoi l'enjeu pour vous de faire connaître vos actions en matière d'achat durable? Quand on a échangé par téléphone, vous m'aviez dit que pour vous, il y avait une urgence. C'est flippant. Oui. Bonjour à tous. Alors, effectivement, bon, on est un petit département rural. Tout le monde connaît un petit peu la Creuse. En tout cas, arrive à le situer. En Creuse, donc petit département rural, territoire très très vert, où effectivement on est très proche de l'environnement. Et malgré tout, c'est pas une volonté clairement affichée politiquement, ni dans notre quotidien d'acheteurs publics. Donc oui, il y a urgence à s'emparer du sujet. Alors on est tous conscients que c'est très important aujourd'hui. Bon, on n'a pas le choix, de toute façon il faut y aller, on est obligé réglementairement. On frôle les 49 millions d'euros d'achat. C'est pour bientôt alors. On les frôle. Simplement, à travers les échanges qu'on a pu avoir avec 3AR et ce qui nous a amené aussi aujourd'hui à être présents, c'est aussi témoigner sur le fait qu'on fait déjà beaucoup de choses. Simplement, on ne l'affiche pas. Il y a très très longtemps, et depuis très longtemps, on a des critères environnementaux dans nos marchés routiers, par exemple. Voilà. Et ça, on ne l'affiche pas. Donc l'enjeu aujourd'hui, il est pour nous de trouver des axes de communication, de les construire avec nos collègues. Donc ça, c'est notre premier cheval de bataille, je dirais. Et puis encore une fois, effectivement, des choses sont faites. On peut encore aller bien plus loin. Et là, se pose la question de savoir si nos entreprises, quand je dis nos entreprises, je suis un peu chauvine, c'est les entreprises de notre territoire, si elles sont en capacité de suivre. Et donc ça, c'est un vrai enjeu pour nous, petit territoire rural, clairement. Donc vous pensez qu'en termes de communication sur vos actions d'achat responsable, vous partez de loin? Vous partez de zéro? Oui. Vous partez de zéro? Oui, on part de zéro, clairement. Aujourd'hui, on part de zéro. Alors après, j'ai envie de vous dire, c'est pas très grave. On a l'habitude de partir de zéro et puis on a tout à faire, tout à construire. Donc on se trompera pas. voilà. Et puis voilà. Et puis on fait des petites actions, mais on en parlera un petit peu plus tard. D'accord. Mais voilà. D'accord. C'est bien. Effectivement, quand on a un champ libre devant soi, c'est parfait. Monsieur Cross, Nicolas, quand on a discuté un petit peu ensemble, vous m'avez dit que pour vous, en matière de communication de façon globale, la difficulté que vous aviez pointée, c'est le manque d'indicateurs. Alors oui, tout à fait. C'est vrai qu'on a un petit peu, comme ça a été dit tout à l'heure, on fait du développement durable sans forcément le savoir. Et donc le premier étage de la fusée, si je puis dire, c'était d'arriver à faire connaître en interne toutes les actions qui étaient déjà menées. Et puis surtout arriver à identifier si c'était efficace ou pas. Et donc le fait de fixer des indicateurs a été, et je pense, est une vraie difficulté quand on élabore un spazer, parce que élaborer un spazer, c'est faire, je dirais,
20% du travail. Après, l'animer, le piloter et le faire suivre, c'est là où ça devient un petit peu plus compliqué. Et donc, finalement, la détermination d'indicateurs est pour nous quelque chose qui a été, pour pouvoir mieux communiquer partout, mais notamment en interne, a été un élément un peu structurant, avec d'un côté arriver à trouver des indicateurs qui soient percutants et qui puissent nous permettre de valoriser ce qu'on fait ou les objectifs à atteindre, et de l'autre côté arriver à canaliser les attentes qu'on peut avoir, notamment potentiellement des élus qui veulent avoir beaucoup d'axes de communication et sur des indicateurs qu'on n'est pas forcément en capacité de suivre, soit parce qu'on n'est pas outillé, soit parce qu'on dépend de partenaires extérieurs, soit parce qu'on dépend d'outils informatiques qui ne sont pas fiables. Et donc c'est vraiment la principale difficulté qu'on avait pour arriver à bien communiquer, c'était à arriver à trouver des bons indicateurs et être en capacité de les suivre et être en capacité de vérifier leur fiabilité. Ce qui est, à mon avis, finalement, le plus dur aujourd'hui. Donc c'est vraiment l'aspect, pour nous, en termes de communication, qui était le plus important. Donc pour pouvoir communiquer efficacement sur ce qui marche, mais aussi sur ce qui ne marche pas, parce que quand on fait un spazer, tout ne marche pas, en tout cas pas forcément du premier coup. Donc c'est pour arriver à pouvoir fixer cette ligne de conduite et puis surtout se donner la liberté de pouvoir réduire la voilure ou l'augmenter, mais enfin plutôt la réduire parce qu'en général on part en étant très optimiste et qu'après la réalité opérationnelle du terrain nous fait dire que bon, on va peut-être baisser d'un cran pour pouvoir en effet faire peut-être moins mais le faire bien plutôt que de viser la lune et puis de finalement atteindre la moitié des objectifs ou en tout cas trahir un peu la réalité des chiffres pour les présenter sous leur meilleur jour, ce qui serait une petite défaite quand même. Des indicateurs, c'est par exemple le pourcentage de repas bio distribués. C'est quels indicateurs vous choisissez dans quel secteur? Et vous disiez la difficulté, c'est pas de se fixer quelque chose de trop haut. Et puis il y a un moment, c'est déclencheur. Vous lancez une communication. C'est-à-dire qu'au début, en tout cas chez nous, l'objectif c'est qu'on a eu beaucoup trop d'indicateurs. Et au final, quand on commence à creuser, nos élus nous demandent de faire un bilan annuel de nos indicateurs du spazer. Et bon, on s'est rendu compte qu'au bout d'un an, alors qu'on était à notre deuxième spazer, donc on avait une certaine, un petit retour d'expérience. Mais bon, du coup, avant on les suivait moyennement. Là, il a fallu les suivre, donc c'est quand même une autre paire de manches. Donc, il faut vraiment arriver à fixer, à vraiment s'interroger avant sur notre capacité à les suivre et à donner une information fiable. C'est vraiment l'enjeu. Nous, on a mis 2 ans pour arriver à suivre nos indicateurs, et encore pas tous. Et on voit qu'il y a encore beaucoup de travail à mener, notamment avec tout ce qui est outils informatiques, parce que les données qui sont sorties par des plateformes de dématérialisation ou par des logiciels de rédaction des marchés, soit c'est des statistiques que je qualifierais de minimalistes, soit elles sont fausses. Donc du coup c'est soit les deux, donc du coup c'est plus compliqué et ça nous oblige à faire un traitement manuel derrière et donc qui vient nous faire sortir une statistique qui sera moyennement juste, donc c'est un peu la limite de l'exercice. Donc je pense que la capacité à vraiment savoir en amont où chercher l'information pour savoir si on va être en capacité de sortir un indicateur ou pas. Parce qu'après, si on communique en effet de manière erronée ou si on vend du rêve et qu'on fait du greenwashing, ça n'a aucun intérêt. Donc votre conseil, c'est peu d'indicateurs, je suppose, bien sentis, et sur des sujets, je suppose, où effectivement il y a des évolutions remarquables à moyen terme quand même. Alors oui et non. Alors je pense qu'il vaut mieux commencer modestement pour être sûr d'atteindre, parce qu'il n'y a rien de plus frustrant, surtout quand on se lance, d'avoir une liste des courses interminable et qu'on n'est pas en capacité de suivre. Et du coup, ça entraîne un effet d'épuisement ou de découragement, parce qu'après, encore une fois, faire le spazer c'est bien, mais qui le suit et qui c'est qui va chercher la statistique, parce que le service commande publique, voilà, il n'est pas tout seul quand même, hein, donc, et en général, il n'y a pas beaucoup de volontaires autour de la table. Donc du coup, il faut aussi arriver à voir quels sont les moyens humains qu'on est en capacité de mettre en place, parce qu'on n'a pas encore trouvé la courbe d'abondance pour avoir des ETP systématiques. Donc du coup, voilà, donc ça c'est vraiment... cette question outre le fait de savoir où chercher l'information, mais qui va être en mesure de le suivre et dans quelle temporalité, c'est vraiment des questions qu'il faut se poser en amont, parce qu'après, quand il faut rendre compte et expliquer qu'on n'y arrive pas parce qu'on n'y arrive pas,
tout le monde ne l'accepte pas de la même manière. Donc, dans l'idéal, pour Madame Pasquignon, qui va bientôt préparer son SPASER, donc on est d'accord, il faut cette notion d'indicateur et de personnel dédié au suivi, ça se prévoit dès SPASER, dès débuts. Vous l'avez anticipé? alors non, pas du tout. Ouais. Non, c'est pour ça que nous, on s'est retrouvés face au mur. Et puis voilà. Donc, et après, on a vu que c'est pas comme ça qu'il fallait faire. Donc c'est un petit témoignage. Voilà. Avant d'être face au mur, prenez un peu de recul, si c'est possible, si vous en avez l'opportunité. Mais vraiment, non, on a vu que c'était pas possible, donc du coup, il a fallu se réorganiser en interne, expliquer que, désolé, on n'arrivera pas à sortir les statistiques que vous nous avez demandées en temps et en heure. Donc voilà, c'est... mais c'est vrai qu'il vaut mieux l'anticiper après derrière, et la question des moyens humains et de savoir où aller chercher l'information, des choses toutes bêtes, au hasard, nos gros enjeux chez nous, les structures de l'ESS et leur part de leur commande publique. Il n'y a pas un code API spécifique pour les structures de l'ESS qui vous permettent de les identifier facilement. Donc, il y a un petit peu de traitement manuel. Donc déjà, ça s'anticipe un petit peu. Et puis voilà. Donc alors, il y a des outils qui existent, mais c'est pareil, il faut vérifier leur fiabilité. Donc ça prend du temps, ça prend de l'énergie. Oui. Et puis donc voilà, il faut vraiment l'anticiper et surtout se pas se fixer des objectifs inatteignables, savoir pouvoir, réfréner un peu les attentes sur le sujet, parce que quand on se lance pour établir un SPASER, alors c'est souvent les mêmes choses qui reviennent, mais après se fixer tout un tas d'objectifs, faut vraiment y aller progressivement. Et c'est toujours mieux d'y aller progressivement et de dire qu'on progresse que de dire on s'est fixé un objectif inatteignable, donc on sort que 50% des indicateurs, et en termes de message derrière et de motivation collective, que ce soit pour les élus ou pour les agents, et puis pour la communication extérieure, ça atteint vite ses limites. Donc, il ne faudrait pas que le soufflet retombe dès le début. Et c'est pour mon information personnelle, ces indicateurs, on vous les demande régulièrement, à quelle échéance, ou bien vous avez prévu une restitution des indicateurs? Non, nous, on s'était fixé un objectif de communication annuelle, d'abord parce qu'on a des partenaires qui nous donnent des statistiques, je pense notamment sur tout ce qui est insertion sociale, qui nous les donnent à l'année. Et puis qu'on s'était déjà vu... En fait, pour tout vous dire, quand il a fallu qu'on sorte le bilan du premier SPASER, qu'on n'avait pas fait, et quand la nouvelle équipe politique nous a demandé de le sortir, on a galéré. Et puis on n'a pas sorti tous les indicateurs. Donc du coup, il a fallu... là, pour le coup, ça, on l'avait... On savait qu'il fallait pas trop s'avancer. D'accord. Donc du coup, voilà. Donc 1 an, ça nous paraissait bien. Et puis du coup, on reste maintenant sur ce rythme de croisière, maintenant qu'on a trouvé une organisation qui fonctionne à peu près. Merci pour ce témoignage. Monsieur Bernala, à Poitiers, vice-président de Poitiers, on est sur l'enjeu général de communication. On a vu que les élus avaient tendance à demander constamment au service achat des indications, des chiffres bien précis, etc. On vous remercie. Vous m'avez dit au téléphone, quand on s'est eu, que pour vous, ce sujet de l'information autour des développements de l'achat durable, c'est politiquement pas très sexy, mais tellement transversal. Alors, il faut maintenant que vous nous expliquiez. Oui. Donc moi je vais forcément plutôt parler côté élu, donc portage politique de ces questions-là. Donc quand je dis que c'est pas un sujet politiquement très sexy, Emmanuel disait flashy tout à l'heure, donc je pense que c'était un peu la même idée. Je suis pas sûr qu'en début de mandat, ce soit sur ce sujet-là que les élus s'écharpent pour avoir la délégation commande publique responsable. Je crois qu'il y a même encore beaucoup d'organigrammes où ça n'existe pas. Donc voilà, c'est moins fun que d'être élu au sport, à la culture ou je ne sais quoi. Donc il y a un enjeu pour moi de prise de conscience politique, et je crois qu'on a déjà gagné ce combat-là, que la commande publique et l'achat, c'est un levier d'action publique, un levier de développement économique, un outil de politique d'insertion, un outil de transition écologique. Et donc, quand on fait de l'achat public, on mène finalement une politique publique, parce que lancer une consultation, lancer un marché, c'est construire un équipement public, c'est construire des routes, c'est acheter des denrées alimentaires pour la restauration collective, c'est investir dans des équipements publics type déchetterie, voilà. Donc tout ça derrière, c'est des acteurs, c'est des filières, c'est des évolutions de pratiques, et donc il y a un vrai
enjeu, en tout cas c'est comme ça qu'on le porte nous politiquement depuis le début du mandat, et je crois que de plus en plus de collectivités heureusement le font, de repolitiser la commande publique avec un volet transition écologique et puis un volet social et puis développement économique local. Et je crois que voilà, plus on communique, plus on sensibilise politiquement à ces sujets, plus on le met à l'agenda politique et on l'institutionnalise. Donc il y a toutes les actualités réglementaires qui aident à ça, des réseaux régionaux comme 3AR. Là, il y a donc France Urbaine qui travaille, qui réunit les collectivités de grande taille, entre guillemets, on va dire, à l'échelle nationale, vient de mettre en place une commission achat public à laquelle je participe. Donc ça s'institutionnalise et ça, c'est plutôt très positif. Donc il y a vraiment pour moi cet enjeu de prendre conscience que c'est un outil politique et donc donner envie aussi à des élus de s'investir sur ces sujets-là. Que ce soit en lien avec le plan alimentaire territorial, la feuille de route économie circulaire, le volet énergie du PCAET, toute la politique insertion via les clauses sociales, les marchés réservés, etc. Enfin, on voit que il y a plein de liens à faire en termes de politique publique, et une fois que les élus l'ont compris et ont décidé de travailler ensemble sur ces enjeux-là, c'est quand même assez intéressant aussi pour travailler en transversalité, que ce soit côté politique ou technique. Donc nous, on a adopté notre SPASER au dernier conseil municipal de Poitiers et communautaire de Grand Poitiers, parce qu'on a une administration mutualisée, donc une fonction achat et marché représentée donc par Sylvie Dupoirier, qui est directrice à l'échelle des 2 collectivités. Et donc on a adossé à ce SPASER un plan de communication. Donc je pense que c'est pareil, il y a plein de choses qui étaient faites même avant notre arrivée, très, très modestement, et qui n'étaient pas forcément valorisées, parce que c'est pas le tropisme de cette fonction-là, de communiquer, que ce soit à l'interne ou à l'externe, où les plans de charge font que de toute façon il y a toujours 10 000 trucs à faire, et puis on est en retard sur les marchés à venir, donc la principale préoccupation, c'est pas la com. Et là, le SPASER, c'était aussi l'occasion de se dire, voyons ce qu'on peut dire autour de la commande publique responsable, à la fois en interne vis-à-vis des élus, des agents, et puis aussi en externe vis-à-vis des entreprises, des citoyens. Et je crois que c'est la suite de la table ronde, donc je vous repasse la parole. Merci beaucoup de ne pas tout déflorer maintenant. Vous êtes au second SPASER, c'est le deuxième que vous faites? Non, c'est votre premier SPASER. Mais vous disiez qu'il y avait vous n'êtes pas parti d'une feuille blanche, il y avait une équipe avant qui avait travaillé. Je vous pose la question pour rebondir sur les propos de Nicolas. Est-ce que vous disposiez, quand vous êtes arrivé, d'indicateurs? Est-ce que vous les avez réduits? Comment vous avez géré cette communication qui était prévisible, que vous aviez décidé de faire? Oui. Donc il n'y avait pas de SPASER au sens formalisé du terme, donc il n'y avait pas d'évaluation et de collecte d'indicateurs au sens évaluation du précédent SPASER, donc on est sur le premier document adopté. Après, évidemment, il y avait des champs sur lesquels la collectivité était engagée, par exemple sur la question des clauses sociales, marché réservé, tout le travail on va dire d'achat inclusif à destination des structures d'insertion par l'activité économique et des entreprises adaptées et ESAT. Il y avait un travail dont on a hérité et qu'on amplifie, sur lesquels il y avait des indicateurs qui étaient produits, des montants de marché réservé. Donc on a une sorte de mémoire d'historique, mais là le document permet d'avoir une stratégie globale plutôt que d'aller picorer sur certains sujets ou d'autres. La question on parlait ETP tout à l'heure, la question de l'ingénierie dans les services, elle est indispensable. Si on veut avoir une politique un peu volontariste, il faut des bras, et il faut des gens qui travaillent sur ces sujets-là. Donc typiquement, dès le début de mandat, on a renforcé la direction avec un poste... Alors on disait facilitateur clause environnementale, il ne fait pas que ça, mais en tout cas plutôt sur cette partie-là. Des nouvelles facilitatrices clauses sociales d'insertion qui sont à la direction emploi économie, parce qu'on est dans une logique d'accompagnement des personnes, des bénéficiaires. Donc on a renforcé aussi les équipes pour pouvoir aller plus loin politiquement sur ces sujets. On a discuté avec Nicolas lors de l'achat public Invite qu'on avait réalisé un matin très tôt. Il y a quand même un enjeu d'abord de communication entre vous au sein des services. Nicolas, vous disiez, vous l'avez dit publiquement,
faut qu'on arrête de passer pour des agences chargées de classer les dossiers. Et il faut vraiment maintenant commencer par communiquer en interne au sein des services. La commande publique est maintenant vue comme une politique publique, donc au-delà de l'aspect purement réglementaire qui est inhérent à la matière, c'est aussi la nécessité de faire connaître pour justement pouvoir mettre en œuvre toutes les actions visées dans le cadre du SPASER, arriver à faire connaître à tous les agents, qu'ils soient acheteurs potentiels ou techniques, sur toute la boîte à outils qu'offre le code de la commande publique. Alors, il y a des sujets qui marchent bien, d'autres qui ne marchent pas bien, mais en tout cas, encore faut-il les faire connaître pour pouvoir aider les collègues au sens large du terme à alimenter dans leur réflexion ces clauses développement durable au sens large du terme dans leur cahier des charges. Donc ça, c'est un élément important. Et souvent, on raisonne au coup par coup, finalement, c'est-à-dire qu'on prend un dossier, on le regarde, ensuite on prend un autre dossier, et on ne prend pas souvent de la hauteur par rapport à ça, et donc on garde un contact avec les services opérationnels que au travers de la gestion des dossiers au quotidien. Et du coup, le fait d'avoir un peu de recul, de prévoir, alors, groupe de parole, ça fait très... c'est un peu too much, mais du coup, en tout cas, prévoir des temps d'échange avec les collègues pour valoriser ce qui est fait, faire connaître tout ce qui existe, pouvoir offrir des outils, parce qu'on n'est pas forcément hotline aussi tout le temps disponible, donc donner accès sur un intranet spécifique ou via des formations auprès des collègues pour pouvoir leur faire connaître, mais de manière un peu soutenue, tout l'armada qui existe en matière de développement durable. Et donc c'est pour ça que nous, on a beaucoup milité, on a mis un peu de temps à l'avoir, mais on a une chargée de communication interne au sein de la direction commande publique qui nous permet de communiquer en interne vis-à-vis des agents, et ça nous permet aussi de faire connaître les réussites. On communique plutôt sur les réussites que sur les échecs quand même, hein, mais de faire connaître les réussites, ce qui marche auprès de tous les agents pour qu'ils puissent aussi se rendre compte des résultats obtenus, et du coup ça entraîne une émulation un peu positive pour que tout le monde se lance dans cette dynamique-là. Donc on fonctionne comme ça avec aussi des réseaux métiers, donc des réunions de tous les acheteurs 3-4 fois par an qui permettent de se retrouver aussi et de pouvoir échanger autrement qu'à travers la gestion des dossiers. Et du coup, ça permet de réseauter aussi, parce que quand on est un gros paquebot comme nous, donc les gens ne se voient pas forcément parce qu'on est très nombreux, donc c'est aussi l'occasion de créer du lien. Et de toute façon, ça peut être que bénéfique par rapport à ça. Donc, vous avez quand même une chargée de communication en interne, c'est quand même bien. Alors oui, ça a été un travail de haute lutte. Oui. C'est pas naturel, la communication en matière de commande publique. Hein, oui, donc, oui. Et puis vous avez des réunions, vous avez dit 4 par an, c'est ça? 4 par an. Donc vous réunissez les services et vous leur faites quoi, un point d'actualité? Alors oui, c'est ça, un plan d'actualité, puis des tables rondes thématiques, un peu comme le fait le réseau 3AR, hein, finalement, mais à l'échelle métropolitaine, on va dire. Et du coup, pour que ce soit d'ailleurs pas forcément porté par la direction achat et commande publique, c'est aussi bien que ce soit des services opérationnels ou autres, ou des partenaires extérieurs qui viennent alimenter ces temps d'échange-là. Alors, tout n'est pas toujours en lien avec le développement durable, mais ça permet encore une fois de travailler la communication, et surtout de ne pas présenter la commande publique, comme c'est trop souvent vu, comme une contrainte administrative et réglementaire. Et donc, pour revenir sur ce que vous disiez, il a donné une image un peu sexy de la commande publique, ce qui est un discours qui était encore, il y a 3-4 ans, absolument improbable, quoi. Donc, oui. Et vous avez, puisque vous n'apparaissez plus comme l'empêcheur de tourner en rond, le juriste... C'est encore toujours le cas, si encore, rassure, okay. Oui. Mais vous avez constaté des retours positifs de cette communication, c'est-à-dire qu'il y a des services qui sont venus vous dire j'ai pensé, tiens, ce marché, on pourrait le closer, ou... Ça remonte vraiment du haut? Oui, ça remonte. Les retours sont toujours très positifs. Donc, c'est aussi ça qui permet de créer du lien et de créer une communauté, je dirais, d'acheteurs durables au sein de l'entité. Et comme nous, on a une mutualisation avec des communes aussi, ça permet à des collègues de pouvoir aussi mettre en œuvre, d'avoir une homogénéité sur le territoire. Hein. Donc, on a parlé des communes qui prenaient des spazeurs alors qu'elles n'y étaient pas obligées. Donc, nous, on a ils sont là, donc j'en profite pour les citer, mais les collègues du pôle territorial sud qui ont mis en place un spazer sur la commune de Pessac, qui n'a pas 50 millions d'achats annuels. Et donc, c'est aussi, ça permet d'initier des démarches et un peu proactives comme ça sur le sujet. Madame Ginisti, alors, ou Madame Paquignon? Oui,
Quand on a parlé de cette question de la communication auprès des services, la communication interne pour le coup, vous m'avez dit, alors nous, on a dû complètement re-questionner le sujet. Qu'est-ce qui s'est passé? Oui, alors effectivement, nous, on n'avait pas tellement de communication en interne sur tout ce qui était question de l'achat durable. C'est un petit peu compliqué aussi de mobiliser les équipes en interne pour justement faire une clause sociale, une clause environnementale, peu importe la clause, mais c'est un petit peu compliqué. On avait un guide des procédures internes qui faisait 50 pages, trop long, trop fastidieux, trop détaillé, enfin trop tout, trop administratif, trop complet, trop complexe, trop. Voilà, trop. Donc on a toute l'équipe de service de la commande publique à travailler justement pour le rendre un peu plus, on va dire le mot de la journée, sexy. On a passé d'un guide d'entreprise qui faisait 50 pages, d'un guide qui faisait 50 pages à un guide qui fait à peu près 30 pages avec des schémas, des choses un peu plus ludiques. C'est un guide à l'intention des services? À l'intention des services. C'est un guide vraiment interne, donc il y a deux options. Une option imprimable, donc vraiment qui comprend l'essentiel des procédures qui sont impliquées en interne au niveau du département de la Creuse. Et il y a après sur l'intranet, qui a été totalement revisité par le service communication, des fiches dédiées sur des thématiques, et notamment sur la thématique environnementale et sociale. En fait, on a vraiment extrait de ce gros guide qui faisait 50 pages, on a extrait des fiches qui sont plus facilement accessibles, numériques. On n'a pas forcément besoin à chaque fois d'imprimer toujours toutes ces fiches. Donc on les a rendues, on les a remises sur l'intranet uniquement, qui a été un petit peu aussi renouvelé. Et en termes de communication aussi, on insiste beaucoup, on fait des formations, informations entre collègues qui sont dispensées vraiment par le service de la commande publique. Avec mes collègues, on se sépare, on fait des petits groupes à l'intention de nos collègues, vraiment sur des thématiques. Donc principalement, ça va être effectivement comment passer un marché public. Donc on fait un petit peu tous les seuils et on monte en fonction des compétences. Mais on peut faire aussi des thématiques plus particulières et ça nous permet d'avoir les remontées directes aussi d'informations sur quelles questions eux ils se posent dans le cadre d'un marché et pouvoir justement préparer des petits ateliers comme ça, marché public, par la suite. L'objectif de ces réunions et de ce guide simplifié, revisité, je vous confirme, c'est plus compliqué d'écrire court que d'écrire long. J'en parlais avec Oriane. Quand on se lâche, c'est facile, c'est se réfréner qui est difficile. L'objectif, c'était une appropriation des principes de la commande publique. Bon, c'est le minimum dans une collectivité qu'on leur explique qu'on ne fait pas n'importe quoi. Est-ce que c'est aussi une façon d'expliquer aux services prescripteurs, à quoi vous servez, que vous n'êtes pas forcément des enquiquineuses, et que leur expliquer les enjeux de l'achat durable ou pas? Est-ce que c'était le besoin principal? Vous l'avez identifié comme ça? Alors, besoin principal, pas forcément, mais c'est aussi un des besoins, effectivement, de pouvoir expliquer. Et on a le retour positif, surtout des services qui, maintenant, avant même, d'avoir des questions, de passer un marché ou de commencer une rédaction, nous appellent en premier lieu pour justement poser toutes leurs questions, un petit peu dégrossir, on va dire, le cheminement, sachant que systématiquement, maintenant, on se pose la question de est-ce qu'on va intégrer une clause sociale, une clause environnementale dans le marché? La question systématiquement est posée et on fait appel au guichet vert, donc au niveau de nos 3AR, si jamais on a une question un peu plus complexe. Donc là, vous avez atteint complètement votre objectif. Oui, on l'a. Voilà, vous n'avez pas d'indicateur. On n'a pas d'indicateur. Quand on aura un spazer, on mettra un indicateur pour savoir si c'est pour bientôt le spazer indicateur. Parfait. Merci beaucoup. Vous nous avez parlé d'actualité spazer chez vous. Comment vous avez prévu, organiser cette communication en interne, au-delà des services commande publique, etc., auprès des services? Est-ce que vous avez échafaudé et comment ça fonctionne? Donc déjà pour produire le spazer, on a essayé de mobiliser un petit peu à la fois les services et puis les élus sur des ateliers de travail thématiques. Donc l'année dernière, on a organisé plusieurs ateliers, donc coordonnés par la direction achat commande publique, pour co-construire le document. Donc il y a eu déjà un petit travail de partage, d'actualité, de contraintes réglementaires, d'orientation politique pour dire qu'est-ce qu'on veut collectivement inscrire
dans le SPASER en partant des principales fonctions achats de la collectivité. Donc on avait aussi fléché un petit peu quelques élus en charge de délégations qui sont fortement acheteuses et donc des directions techniques qui sollicitent beaucoup la direction achats moyens généraux parce qu'il y a des gros volumes d'achats. Donc il y avait déjà eu ce travail un petit peu, parce que finalement bon, le SPASER, le document en soi, j'ai envie de dire, c'est plutôt ce que ça produit à la fois en anticipation pour mobiliser et puis derrière en termes de process. Donc ça c'était un peu l'avant. Et puis là on travaille justement avec la direction achats moyens généraux pour formaliser un petit peu les process avec la légitimité du SPASER. Donc on a installé un comité de pilotage SPASER avec la DGS, les DGA et puis quelques élus et directions pour partager aussi les enjeux de programmation. Donc ça revient souvent pour éviter de toujours courir après le temps ou en fonction des plans de charge des uns et des autres. C'est vrai que les directions peuvent des fois aller chercher la direction achat moyens généraux un peu tardivement. Donc j'appelle le lundi, il faut lancer la consultation le mardi. Bon là on est sûr que ça va être un peu compliqué en termes de qualité de consultation, mais ça je pense que tout le monde le vit dans les collectivités et je suis pas certain que ça change fondamentalement demain grâce au SPASER, mais quand même. En tout cas, politiquement, on essaye de donner de la légitimité à la direction achat commande publique en disant nous, parce qu'on souhaite que ce soit un outil de politique publique, il faut jouer ce jeu-là et programmer les marchés. Donc il y a un travail, du coup, on va voir ce que ça donne. On réunit le premier COPIL le mois prochain pour faire un effort collectivement à l'échelle des collectivités de programmation des marchés et puis de mettre en place ce qu'on a appelé des fiches d'initialisation. Donc certains le font dans d'autres collectivités pour bien définir le besoin et voir où on veut mettre le curseur politiquement pour qu'ensuite les modalités de consultation ressemblent à ce qu'on souhaite faire de l'objet du marché, quoi. Donc parce que bon, pour participer à la CAO, c'est vrai que quand on a des remarques politiques ou des questionnements peut-être qu'on aurait pu faire différemment, c'est trop tard. Quand on est en CAO, on valide ce qui a été analysé techniquement. Donc il y a un enjeu à essayer d'avoir des espaces un peu de contradiction et d'échanges politiques techniques avant. Donc on va essayer de faire ça sur des gros marchés en anticipation, mais ça nécessite que tout le monde fasse un peu cet effort de visibilité et c'est pas toujours évident. Après, sur la communication en interne, il y a eu aussi l'utilisation de l'intranet qui a été utilisée pour essayer de diffuser des fiches, des actus, des choses comme ça, et peut-être un retour d'expérience qui était plutôt positif sur les marchés réservés. On a renouvelé sur ce mandat, donc les marchés réservés, c'est-à-dire des marchés qu'on va réserver à des structures d'insertion par l'activité économique ou EA et ZAT. Et donc on a construit un accord cadre avec une vingtaine de lots dans une logique un peu sourcing inversé. Donc il y a eu un travail par la direction achat commande publique en lien avec les facilitatrices clauses qui sont côté économie emploi pour dire de quoi la collectivité a besoin en termes de prestations et qu'est-ce que sont en capacité de fournir nos structures d'insertion sur le territoire. On en a une vingtaine. Donc il y a eu un travail qui a été fait comme ça et donc on a construit une vingtaine de lots dans notre accord cadre. Ça a beaucoup mobilisé les directions pour dire moi je suis au CCAS, direction espace vert, j'ai besoin de couture, entretien textile, laver les vêtements de travail, La direction protocole sur la restauration au traiteur, la direction assemblée juridique sur l'écriture des comptes rendus de nos instances. Et donc tout ça, ça a fait l'objet de lots parce qu'on savait qu'en face, on avait des structures en capacité de le faire. Donc on a vraiment construit avec les services, pour les services. Et derrière, une fois que les lots étaient validés, on va chercher le volume d'achat. Donc on rappelle les directions qu'il faut recourir à ces marchés réservés parce que l'architecture des marchés a beau être parfaite, si derrière on n'y recourt pas et on ne va pas chercher du volume d'achat, ça sert à rien. Donc ça, il y a eu un gros travail à destination des agents qui, pour certains, soit avaient la méconnaissance des structures d'insertion, etc. Donc il n'y avait pas de recours à ces activités-là.
soit, alors c'est peut-être à la marge, mais ça peut exister, le sentiment que la prestation va être dégradée si c'est une structure d'insertion. Donc ça, il y a eu voilà, des échanges, des rencontres, et on a vraiment, à l'échelle des dernières années, professionnalisé les structures, et ça montre qu'aujourd'hui, la prestation est tout à fait satisfaisante, et on a significativement augmenté le volume d'achat via les marchés réservés. Donc ça, c'est aussi une source de satisfaction, mais parce que la direction achat-commande publique a fait le travail en direct avec les directions pour que ça réponde à leurs besoins et pour sensibiliser sur cette volonté d'aller plus vers les marchés réservés. J'en profite pour signaler, avec Pascaline, on a rencontré une association, un ESAT, je crois, c'est des gamins en difficulté, mais ça s'appelle Biscornu de mémoire, qui font des prestations de repas. Et c'était un marché réservé comme ça pour une association d'insertion de gamins en difficulté. C'était passionnant. Biscornu, ça s'appelle. Est-ce que vous avez des élus référents? Parce que vous nous disiez tout à l'heure que c'était pas forcément sexy au départ. Hein. Vous avez des élus référents, achat durable. Comment ça s'organise? Alors, on a un élu référent qu'on peut considérer, on va le considérer comme référent. Oui. Il n'est pas totalement affiché comme ça. C'est notre président de commission d'appel d'offres. Voilà. On a un élu au sein de notre commission d'appel d'offres qui, lui, est sensible aux questions environnementales. Aujourd'hui, voilà, comme je le disais en propos introductif, c'est pas une volonté clairement affichée, même si demain, on le sait tous que c'est un vrai enjeu sur lequel il faut aller, ces achats durables, clairement. Alors c'est vrai que voilà, il faut sensibiliser. Alors la sensibilisation des élus, on essaye de la faire à travers, encore une fois, cette instance qui est la commission d'appel d'offres, puisque en fait, voilà, on les voit pas très très souvent au département, on les voit une fois par mois, donc on profite de la réunion de cette commission d'appel d'offres. Faut pas le prendre mal. Hein. Ah non, mais c'est parce qu'ils sont très occupés. Hein. C'est ça, c'est parce qu'ils sont très occupés. Oui. On les voit une fois par mois à travers cette commission d'appel d'offres qui, pour nous, va au-delà d'une simple, de la formelle commission d'appel d'offres. C'est vraiment une réunion avec les élus sur lesquels on travaille certains sujets. On leur présente 2 fois par an, effectivement, la programmation. C'est quelque chose qui est très important. Et dans cette programmation, on a préfléché les marchés sur lesquels on pourrait éventuellement appliquer des clauses environnementales et ou des clauses sociales. Donc déjà, on travaille avec eux ces aspects-là à travers cette programmation. Et il faut savoir qu'on a une règle un peu particulière au département de la Creuse, c'est que tous les marchés qui sont supérieurs au seuil de 221 000 € hors taxe, eh bien, systématiquement, on fait valider les critères de jugement des offres de ces marchés-là en commission d'appel d'offres. Donc ça veut dire que les services travaillent en amont les critères. Donc quand on applique des critères environnementaux ou sociaux, bien évidemment, on les explique aux élus. Donc par ces moyens-là, on essaye de les sensibiliser et ils se rendent compte que systématiquement, on en applique quasiment tout le temps maintenant, très souvent. Donc voilà, ça, petit à petit, j'ai envie de dire, la mayonnaise commence à prendre, tant mieux. Il y a quelques années, quand on faisait des interviews, je pense à Olivia Grégoire à l'époque, etc., on nous disait il ne peut pas y avoir d'achat durable sans une impulsion politique, donc des élus. Mais à vous entendre, c'est plutôt l'inverse. C'est vous qui les poussez un peu. Là, aujourd'hui, oui, on essaye on les emmène. Vous les emmenez. On les emmène avec nous. On les emmène avec nous. C'est un vrai sujet. C'est un sujet qui dépasse même l'achat en soi. Donc oui. Ils le prennent bien, ça va. Oui, on a une... On a des super l'agent élus. qui bouscule son agent, l'agent qui bouscule son élu, c'est parfait. Nicolas, quand on a discuté, vous m'aviez dit la question de la communication auprès des élus, c'est qu'en fait, tous ne le sont pas mobilisés autour de l'achat durable et que certains restent cantonnés dans leur délégation et que l'enjeu pour vous, c'est d'exploser cette notion de délégation. Oui, sur l'achat durable. Hein. Oui, oui, que sur l'achat durable, on est d'accord. Non, c'est vrai. Il y a de plus en plus d'élus qui sont vraiment impliqués sur le développement durable. Donc ça, c'est une très bonne chose. Et puis ça facilite aussi l'acceptation des services où on a plein de collègues qui sont découverts des vocations environnementales depuis que leur élu leur met la pression. Donc c'est pour ça, c'est très bien. Après, c'est vrai qu'il y a de plus en plus d'élus, mais certains sont, ce que vous disiez tout à l'heure, sont dans leur domaine de délégation. Et le rattachement de la commande publique dans leur délégation, c'est pas forcément le premier réflexe qui vient.
Donc le fait de pouvoir présenter les indicateurs une fois par an permet quand même aussi finalement de faire connaître tout le scope des actions qui sont susceptibles d'être mises en œuvre et de faire connaître les résultats obtenus et du coup de pouvoir faciliter l'appropriation aux commandes publiques, politiques publiques auprès de dans leurs délégations respectives pour pouvoir un petit peu pousser leurs services opérationnels respectifs, si je puis dire, pour les inciter encore plus à se lancer dans le développement durable. Donc c'est vrai que par rapport, et c'est très bien, nous on nous demande de faire une restitution du bilan par délibération, donc ça permet quand même à ce que du coup tous les élus, même s'ils sont moins sensibilisés que d'autres, aient une vision panoramique, si je puis dire, de toutes les actions qui sont menées, et ça c'est voilà, ça c'est positif et ça leur permet aussi de pouvoir aussi challenger, si je puis dire, leurs équipes techniques au sens large du terme dans cette dynamique d'achat durable. Donc c'est vraiment, en effet, c'est pas que ça ne peut pas être réduit qu'à un élu commande publique qui doit nécessairement impulser une dynamique, bien évidemment. Et comme ça a été très bien dit, c'est plus maintenant une simple gestion de commission d'appel d'offres. Donc c'est vraiment quelque chose de plus complet. À Amiens, ils ont créé un COA, un comité d'orientation de l'achat, qui rejoint un peu ce que vous disiez, je crois. C'est-à-dire qu'en fait, ils font une programmation des achats en interne auprès des services en leur demandant ce qu'ils vont faire. Et à ce moment-là, ils peuvent envisager de closer. Donc la CAO vient en effet en fin de parcours, donc trop tard, pour se positionner. Donc c'est soit ça y est dès le départ, tant mieux, soit ça y est pas, il faudra faire mieux la prochaine fois. Donc nous, on n'a pas cette organisation anticipée comme vous l'avez présenté. Donc c'est plutôt ce qui est demandé à chaque élu dans le domaine de sa délégation quand il fait la préparation des budgets auprès de ses équipes, mais à son niveau, d'impulser cette dynamique-là. Alors certains, je pense dans le domaine du numérique, nous, l'élu demande à ce que, par contre, à avoir les cahiers des charges avant, en tout cas les plus structurants pour donner son accord sur ces éléments. Tous ne le font pas, c'est absolument pas uniformisé. Et pour le coup, c'est vraiment une décision très individuelle, en tout cas dans les élus, dans le cadre de leur délégation. Donc on n'a pas ce dispositif, mais je crois que vous le présentiez, vous faites un petit peu comme Amiens, du coup, à Poitiers. Donc, nous, il n'y a pas d'instance formalisée comme le COA, mais c'est un peu l'objectif qu'on a, enfin les missions qu'on a assignées à notre copil Spaser, donc avec cette mission de programmation, donc d'avoir une vision au moins partielle des gros marchés à venir, et puis des fiches d'initialisation, donc d'objectivation du besoin et puis d'orientation politique sur certains marchés qui sont alors soit sur des montants importants, soit parce qu'on y apporte un intérêt politique particulier. Sur la question de la participation aux élus, une illustration là qui me vient sur une réunion qu'on a eue cette semaine, hier je crois, sur les denrées alimentaires. Donc là, on renouvelle notre marché denrées alimentaires. Donc c'est un groupement de commandes porté par la ville de Poitiers, parce qu'on est sur la compétence restauration collective qui est à la ville, mais avec d'autres communes. Et on a réussi à embarquer le CHU et le Crous. Donc on en est particulièrement fiers, ça, parce qu'on y a travaillé depuis le début du mandat. Et donc, on a un accompagnement technique sur cette partie-là. Et donc hier, on avait une réunion technique et élus sur le sujet pour une restitution intermédiaire de la construction de la consultation qui ne sera lancée que début juillet pour une CAO en novembre. Donc on est dans l'anticipation. Donc on a eu une présentation de bilan du marché précédent, architecture du lot à venir. Donc c'est une compétence qui est plutôt ville, mais était présent le vice-président agriculture alimentation de la communauté urbaine, parce que le plan alimentaire territorial, sur le sourcing par exemple, là il y a une quinzaine d'entretiens qui ont été faits avec des producteurs locaux, mais le PAT, finalement le VP disait il faudrait voir telle personne, on aide à structurer tel outil, est-ce qu'il ne pourrait pas répondre à tel lot, etc. Et donc très concrètement, on a déjà fait évoluer des choses. J'ai en tête, par exemple, il y a un lot fruits. Si à l'intérieur du fruit vous avez des pommes, des poires, des bananes, je dis n'importe quoi, et qu'on a un gros producteur local de pommes qui ne fait que des pommes, il ne pourra pas répondre au lot fruits s'il fait que des pommes. Donc on a dit on sort un lot pommes. Voilà, ça c'est une décision. Alors
technique, mais parce que dans l'échange aussi politique, on s'est dit là il faudrait sécuriser de l'achat un producteur de pommes. Bon, c'est un exemple un peu anecdotique, mais ça, si vous le faites pas en CAO, vous vous dites ah bah oui, mais le producteur de pommes il pourra pas répondre. C'est trop tard, il pourra pas répondre. Donc il y a cet enjeu d'essayer de construire en amont. Pareil, il y avait des discussions sur est-ce qu'il faut que ce soit mono ou multi-attributaire en fonction des lots, et ça. Alors là, c'est un peu idéalisé sur un marché parce qu'on sait qu'il est important, on prend le temps, etc. Et c'est loin d'être le cas sur tous les marchés. Enfin, je vous rassure aussi, tout n'est pas tout rose tout le temps. Mais une fois qu'on a un peu conscience de ça et qu'on met les bonnes personnes dans les bons espaces, on arrive quand même à anticiper les choses. Pour bien impliquer des EU, bien formés, bien sensibilisés par les services à achat en matière d'achat durable, c'est une question de temps, en fait, c'est de remonter bien avant Madame Rivet, de la CAO. C'est une question de temps et c'est une question de traduction en consultation de l'objectif politique. Et il y a plein de collègues adjoints ou VP qui veulent bien faire et avec qui on est plutôt d'accord sur les orientations, mais si on n'anticipe pas qu'il faut l'écrire comme ça quand on consulte, c'est là où... Voilà. C'est pareil, là, avec la direction déchets éco-circulaires, il y avait des marchés à enjeu sur notre recyclerie, qui est la recyclerie où on a de la matière issue de nos déchetteries, où on a une structure d'insertion qui est sur cette partie-là en co-traitance avec Veolia. Le montage était important, donc on a dû en discuter. On n'était pas d'ailleurs toujours d'accord entre élus, donc on a eu ces temps de contradiction pour aller vers le bon montage. Là, c'est pareil, toutes les collectivités sont confrontées à la collecte des biodéchets à partir du 1er janvier. Donc nous, on avait expérimenté l'année dernière pour essayer d'être prêts plutôt. Comment on couvre 40 communes en essayant de faire travailler des structures d'insertion par l'activité économique. Là encore, on a pris le temps de voir comment on consulte, et aujourd'hui, les structures d'insertion ont réussi à répondre en groupement, en se répartissant les communes pour couvrir le territoire. Voilà, donc en fait, c'est ce travail-là d'anticipation qu'on essaye de faire le mieux possible, et d'être un peu vigilant quand on sait qu'il y a des sujets sensibles ou des marchés auxquels on est attaché, d'alerter et puis de faire au mieux en amont, quoi. L'idée autour des entreprises, c'est de savoir comment les faire participer à cette politique d'achat durable que vous enclenchez tous, avec quand même aussi la contre-idée de dire est-ce que ça ne va pas constituer in fine un frein, et comment chacun dans vos collectivités vous leur dites mais non, au contraire, avec de l'achat durable, notre commande publique va être encore plus efficace, etc. Vous m'avez dit, nous on a une chance, on fait un peu pas ce qu'on veut, mais on a une taille critique en termes d'achat et d'acheteurs publics qui nous permet pas de nous imposer vis-à-vis des entreprises, mais ils ont clairement tout intérêt à travailler avec vous. Je le dis comme ça, c'est pas très joli, mais c'est l'idée. Oui, je pense que partout sur nos territoires, quelle que soit la taille du territoire, l'achat public représente un gisement financier intéressant pour les entreprises. Donc on parle d'un point de vue... on introduisait la table ronde d'un point de vue plutôt positif en disant que la commande publique est un levier de développement économique parce que ça représente de l'argent, donc du gisement d'activité et d'emploi. Et du coup, ça peut aussi devenir une contrainte, parce que si on veut faire de tels sujets une actualité, ou que nous, on veut acheter de cette façon-là, ça présente une contrainte si les entreprises locales veulent accéder. Donc il y a l'intérêt pour les entreprises d'accéder à la commande publique, et le revers de la médaille de mais quel type de commande publique. Donc ça, c'est vrai que on essaye d'avoir un dialogue constructif avec les réseaux économiques sur le sujet. Alors c'est vrai que quand on parle avec les clubs ou réseaux, entreprises qui sont organisées en réseau, la FFB ou la CAPEB pour le bâtiment, les consulaires ou le MEDEF, CJD, etc., sur les acteurs économiques classiques, souvent il y a souvent une première approche de c'est compliqué les marchés publics, les délais de paiement, tout de suite c'est toujours négatif. Et puis quand on prend le temps de discuter, on voit que c'est quand même un pourcentage pas négligeable de chiffre d'affaires de certaines entreprises. Donc on a intérêt collectivement à ce que tout se passe bien. On a mesuré, nous, pour le coup, le pourcentage de volume d'achat qui retombait localement sur des entreprises du département. On a déjà bien augmenté depuis le début du mandat. On est à 60% sur Grand Poitiers à peu près, ce qui est assez satisfaisant, au-dessus de la moyenne des collectivités. Donc on montre politiquement qu'on veut faire cet effort-là, donc ça crée de l'écoute. Et puis après,
Politiquement, on est aussi là pour mettre des contraintes, pour donner des orientations. Donc, sur certains secteurs, ça peut un peu bousculer. L'intérêt aussi de la taille critique, c'est qu'on essaye de travailler avec les autres maîtrises d'ouvrage du territoire. Donc, Poitiers-Grand Poitiers, on a un territoire qui est très public. Hein. Premier employeur CHU, deuxième employeur Université de Poitiers, troisième employeur la collectivité, Poitiers-Grand Poitiers. Donc, on est un territoire administratif très public. Et donc, en volume d'achat, parce qu'on a fait une étude, un diagnostic commun de nos commandes publiques avec les autres maîtrises d'ouvrage du territoire. Donc, le CHU, l'Université de Poitiers, le Crous, nous, donc Poitiers, Grand Poitiers, CCAS, Equidom qui est notre bailleur social, la CEP qui est notre aménageur et Vitalis notre régie de transport. Donc ensemble, on a tous participé à une même étude. Donc on a ouvert nos systèmes d'information pour faire un diagnostic commun de notre commande publique et on a ouvert des groupes thématiques. Donc un groupe thématique denrées alimentaires par exemple, ce qui fait que le CHU et le Crous entrent dans notre groupement de commande. On a un groupe de travail sur le patrimoine et le choix des matériaux constructifs et la question du réemploi, donc l'économie circulaire du bâtiment. Ça, typiquement, c'est un sujet des fois qui peut être un peu compliqué avec les acteurs du bâtiment. Quand on dit on veut faire plus de biosourcés, plus de géosourcés, tout le monde n'est pas prêt. Donc, y compris dans les architectes et maîtrises d'œuvre d'ailleurs. Donc, on voit bien qu'on a des maîtrises d'œuvre qui accèdent facilement à des gros projets un peu emblématiques parce qu'ils ont cette fibre-là. Et dès qu'on parle réemploi, utilisation de paille, de chanvre, etc., c'est plus naturel. Et puis d'autres entreprises pour lesquels ça l'est moins. Mais sur un territoire comme le nôtre, donc c'est 480 millions d'achats publics par an en moyenne, les acteurs que j'ai cités, quand le bailleur social, le CHU, le Crous, nous, etc., on pousse la question du réemploi au-delà des obligations réglementaires, ou qu'on veut développer de la paille hachée, par exemple, pour de l'isolation, parce qu'on a un acteur qui fait de l'insufflation de paille hachée pour le isoler. Ils sont obligés de s'y mettre à un moment s'ils veulent du volume d'affaires. Donc il y a quand même cet effet d'entraînement aussi parce qu'il y a une dynamique territoriale en travaillant à plusieurs maîtrises d'ouvrage sur cette question de la commande publique. Je suis journaliste chez Esprit Mal Placé. En gros, si on vous écoute, la question de l'achat local qui est complètement interdite, vous savez très bien que les critères, elle est résolue par une politique d'achat responsable et durable. Non, parce que c'est plutôt, en tout cas, c'est plutôt dans le dialogue qu'on peut avoir des fois avec des acteurs où il peut y avoir certaines tensions où on met le curseur sur certains sujets parce que vouloir aller un peu loin dans une direction, ça exclut de fait des acteurs qui sont encore pas prêts à y aller, donc il faut faire attention. C'est comme les denrées alimentaires. Vouloir aller trop vite sur le bio et dire je veux 80% de bio d'un coup, vous êtes sûr que vous excluez des producteurs locaux. Donc il faut essayer de bien jauger pour que tout le monde avance ensemble. Et si on veut que la commande publique aide à structurer les filières, il faut y aller doucement pour que les acteurs suivent. Mais des fois, il faut quand même montrer un petit peu l'orientation, quitte à ce que certains soient pas prêts à répondre. Et ça fait partie aussi du jeu. Merci beaucoup. Dans la Creuse que j'adore, vous m'aviez dit... Nous, notre problème, c'était l'achat durable, c'est bien, mais on a un problème d'infructuosité. Expliquez-nous ça. Oui, effectivement, oui, on a ce gros problème en fait d'infructuosité de plus en plus. On a ce constat de remarquer effectivement que on déclare de plus en plus de marchés infructueux parce que nos entreprises ne viennent pas. Donc le problème en fait du développement durable, c'était de rajouter en fait encore des clauses et de craindre encore plus d'infructuosité en fait dans nos marchés. Alors après, on met en place des rencontres entreprises, rencontres chefs d'entreprise, discutons marché public, qui sont en place depuis 2018 au sein du département. Donc c'est organisé par le département en partenariat avec les fédérations, les consulaires, tous les syndicats professionnels, donc les grosses fédérations, FFB, FNTP, CAPEB, CPME, la CMA. Qu'est-ce que vous leur dites alors aux entreprises ? Justement, en fait, il y a des réunions préparatoires en amont pour justement préparer ces réunions et savoir en fait quelles thématiques les entreprises en fait souhaitent soulever lors de ces rencontres. Et là, ça va faire la deuxième année où effectivement la thématique de la transition écologique va être abordée. L'année dernière, la dernière édition, on avait abordé la gestion des déchets et les obligations côté entreprise, côté collectivité. Comment en fait les deux pouvaient en fait se combiner. On fait intervenir aussi justement des personnes extérieures au département. Donc là, en l'occurrence, on avait fait intervenir l'association EC-Cube, qui justement en fait au niveau du département s'est monté et il a monté une recyclerie aussi. Donc on les avait fait intervenir pour tout ce qui était question de la gestion des déchets.
Et là, cette année, la thématique de la transition écologique revient. À leur demande ? À leur demande, encore une fois. À leur demande, effectivement, au niveau des partenaires, c'est vraiment la grosse thématique. On sait qu'on a de plus en plus d'obligations réglementaires au niveau des collectivités et les entreprises ne savent pas forcément comment répondre. Au niveau des fédérations, il y a des choses qui sont mises en place. Alors, au niveau de la FFB, nous, on sait, en fait, on a la chance sur le département, elle est très active au niveau de ses adhérents. Donc, effectivement, c'est une chance, mais effectivement, on est sollicité. C'est un partenariat vraiment avec eux. Et au niveau aussi du réseau 3R qu'on a sollicité pour cette 5e rencontre entreprise sur la thématique de la transition écologique. Et donc ces réunions, c'est pas vraiment ce qu'on appelle maintenant des salons inversés, de sourcing inversé. Non. C'est vraiment de la formation auprès du tissu économique pour leur dire ce que vous faites, ce que vous devez faire et comment vous répondez à certaines contraintes. Exactement. Et vous avez des bons retours ? On n'a que des retours positifs. Vraiment, on a mis en place aussi des livrets d'une collection marché public. Donc, c'est vraiment des livrets à destination des entreprises. Donc, on en a 3 pour le moment. Donc, vraiment sur comment le livret 1, c'est décoder les marchés publics. Donc, avec un lexique ultra complet, vraiment sur tout le langage qu'on peut utiliser en termes de marché public. Démonstration à l'appui. Donc, le deuxième livret, c'est vraiment sur comment répondre à un marché public d'un faible montant, donc inférieur à 40 000 euros. On sait effectivement que c'est des marchés simplifiés. Donc, on essaie en fait d'attirer un petit peu les entreprises du territoire sur ce type de marché, sur ces petits marchés. Et le 3e livret est vraiment construit comme une boîte à outils, c'est-à-dire on va retrouver vraiment toutes les informations utiles. Donc, la plateforme de dématérialisation sur laquelle le département publie ces marchés, comment accéder à celle-ci, comment s'inscrire, comment répondre, comment déposer sa candidature, comment fonctionne Chorus. Parce qu'effectivement, maintenant, on est passé à Chorus, mais voilà, on reste un département avec effectivement des petites entreprises, voire des très petites entreprises. Donc Chorus, des fois, c'est encore un peu compliqué. Donc vraiment, en fait, le but, c'était de leur apporter le maximum d'informations et vraiment des informations utiles et concrètes. Vous avez vraiment constaté des progrès dans les réponses à vos appels d'offres ? Ou la mission n'est pas terminée ? On ne peut pas vraiment dire ça. Disons qu'on a stabilisé les chiffres. Ça, c'est une réponse que j'adore. C'est ce que je dirais à Pascaline sur l'audience du journal. Je dis on a stabilisé les chiffres. C'est ça. On a stabilisé les chiffres. On espère, et du coup, voilà, c'est l'idée parce que la démat nous a fait peur à tout le monde en disant alors on a peu d'entreprises qui nous répondent avec la démat, ça va être pire. Bon, c'est pas vrai parce que clairement. Les entreprises sont en grande capacité de répondre en matière dématérialisée, c'est pas le souci. C'est vraiment le souci de la difficulté de la commande publique, c'est tout, et les contraintes liées à l'exécution dans le cadre des marchés. Donc c'est là-dessus où on travaille aussi avec eux. Ce qu'il faut savoir, c'est que ces moments chefs d'entreprise, discutons marché public, c'est des vrais moments d'échange où ils nous font remonter aussi certaines problématiques dans l'exécution des marchés, problématiques auxquelles on n'a pas forcément, nous, d'informations. Donc ça, c'est important parce qu'on essaye aussi de s'adapter à ces remontées-là, clairement. Alors après, voilà, on est un tout petit territoire, donc c'est vrai que c'est aussi peut-être plus facile d'échanger, de discuter de cette façon-là. Et puis juste pour peut-être conclure, on a quand même un grand objectif, c'est de se lancer dans la confection d'un 4e livret, justement sur ces questions environnementales. Voilà. On avait la question des citoyens abordée, qui n'est pas minime, mais c'est donc une superbe conclusion, puisque élus, même les élus sont des citoyens, agents publics sont des citoyens, les entreprises sont des citoyens, et on est tous des citoyens. J'aimerais peut-être vous entendre, chacun votre tour, ça sera votre mot de conclusion, sur cette question de communiquer sur l'achat durable, sur ce que vous faites auprès des citoyens. Comment ça se passe et quels sont les enjeux, quels sont les indicateurs ? Voilà. Du coup, c'est un peu la même logique, c'est faire connaître en effet à la population les actions concrètes qui sont menées, parce que là aussi, pour l'opinion publique, la commande publique, c'est appel d'offres. D'ailleurs, des fois avec une connotation pas forcément très positive de l'image de l'appel d'offres ou de la commande publique de manière générale. Donc non, c'est vraiment pour valoriser ces actions-là. Donc nous, comme on rencontre par délibération, donc c'est déjà un document public. Bon, encore faut-il avoir envie d'aller se regarder les délibérations sur le site institutionnel, ce qui n'est pas le premier réflexe.
Donc l'objectif qui nous est poussé nous par notre élu au numérique et qui est très qui fait partie de notre comité pilotage de Spazer, c'est qu'on fasse de l'open data sur les données du Spazer. Bon, ça c'est la théorie. Ouais. Voilà, donc ça c'est la théorie. En pratique, on va voir comment on fait. Donc notre première difficulté, c'était déjà de sortir les indicateurs, donc comme je l'ai dit tout à l'heure. Et maintenant, c'est vraiment d'arriver en effet à les présenter. Mais c'est vrai que pour le coup, le principe de l'open data qui vient un peu présenter sur des schémas plutôt pédagogiques et accessibles de ces informations. Donc ce sera l'objectif pour vraiment essayer de valoriser largement, si je puis dire, les actions qui sont menées sur nos territoires respectifs par rapport aux actions menées. Donc oui, pour faire connaître ça, au-delà de certaines communications un peu chirurgicales, je dirais, sur les opérations données, c'est d'essayer de faire de l'open data, puisqu'on voit que l'open data fonctionne plutôt bien, et donc les usagers s'en saisissent. Donc du coup, c'est aussi l'occasion d'utiliser ce canal pour faire connaître les résultats de la politique d'achat durable. La Creuse, je vous rappelle que c'est le mot de la fin à chaque fois. Non, nous, j'avoue que c'est quelque chose sur lequel on a encore beaucoup à faire, même si effectivement on a peut-être des moyens de communication à travers le magazine de la Creuse, comme toute collectivité a son propre moyen de communication. Là, on envisage de faire une communication sur le nettoyage écologique de nos collèges, puisque du coup, on a passé un marché vert, on va dire. Et c'est vrai qu'on a revu tous nos protocoles de nettoyage au sein de l'ensemble des 16 collèges creusois. Donc les collègues ont été formés, les agents d'entretien ont été formés. Donc il y a une petite communication interne. Et c'est vrai que l'idée, ce serait peut-être du coup de communiquer plutôt côté parents des collégiens sur ces questions-là. Voilà. Ouais, je crois que pour cette cible-là, qu'est le citoyen, le sujet auquel ils sont particulièrement sensibles, c'est la question de l'exemplarité de la collectivité. Donc là, dans le plan de communication, ça fait partie des choses qu'on voulait un peu valoriser. C'est ce qu'on achète nous-mêmes pour nous en termes d'exemplarité, du mobilier, du matériel informatique de seconde main. Aussi un peu de sobriété, se poser la question du besoin avant d'acheter. Donc je crois vraiment que cette question de l'exemplarité, pour être un peu crédible, elle est vraiment décisive. Et je crois qu'on a tous eu affaire un jour à des formes de dissonance ou de contradiction où vous avez un grand discours sur la transition écologique et puis les goodies made in China. Oui. Et c'est pas impossible qu'il en reste dans la collectivité, mais ça c'est typiquement le genre de choses qui fait mal, quoi. Et voilà, ça je crois que commencer par être exemplaire pour les citoyens, c'est quand même particulièrement important.